Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire, le 4e épisode du nouveau média de République Souveraine. Alors aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que je peux appeler un ami, quelqu'un de formidable. Mais avant de vous dire qui c'est, n'oubliez pas de liker, d'appuyer sur la cloche, de faire des commentaires et de partager auprès de vos amis cette vidéo qui, je pense, sera particulièrement intéressante car nous allons parler d'un sujet important pour cette année, à savoir de l'Union européenne. Et en face de moi, j'ai François Coq. Roulement de tambour, salut Georges. Roulement de tambour. Merci d'être venu à ce numéro de Fréquence Populaire. Avec plaisir, On va merci de parler l'invitation. de ce que tu avais anticipé avant bien des gens. Je pensais aussi pour ça que tu es intéressant. Alors juste pour te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es enseignant dans le secondaire, professeur de mathématiques. C'est ça. Tu as été beaucoup engagé en politique, républicain, de gauche. Tu as été secrétaire général du Parti de gauche, tu as été une figure importante du Parti de gauche. Tu as une expérience d'élu local à Champigny-sur-Marne, tu étais adjoint au maire. Et tu as fait partie, tu as été celui qui a été banni. Je suis le banni. Le banni. Le banni. Le banni par tweet. Dans un tweet. Alors que tu étais à la télévision pour défendre Jean-Luc Mélenchon. C'est ça. Bon, c'était la période du début de dérive et de glissement de la France insoumise qui l'a amené là où elle est. Et Jean-Luc Mélenchon là où il est, mais tu as été une figure importante, et en particulier dans un combat qui était central, qui était l'opposition à cette Union européenne-là. Alors pourquoi on t'a proposé de venir spécifiquement aujourd'hui? C'est parce que la semaine dernière, il y a eu un vote au Parlement européen qui est assez sidérant, qui est dans la logique des petits pas de l'Union européenne, de l'avancée vers le fédéralisme plein et entier, puisqu'il y est proposé quand même que la Commission européenne devienne un véritable gouvernement de l'Union européenne, et plus non seulement un regroupement de hauts fonctionnaires, dirigé par la chef des hauts fonctionnaires, Madame von der Leyen. On a vu d'ailleurs dans cette année passée, spécifiquement avec la guerre en Ukraine, qu'elle se comporte comme un chef d'État. On y a voté, alors ce n'est pas encore en place, mais la suppression du veto des États. Il se propose ce qu'avait proposé Emmanuel Macron avec Olaf Scholz, et il n'y a pas si longtemps, de ne plus avoir des décisions à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée, ce qui permet, si un État, y compris la taille de la France, n'est pas d'accord, eh bien de s'asseoir sur le fait qu'elle n'est pas d'accord avec telle ou telle politique proposée par la Commission européenne, et l'élargissement des compétences de l'Union européenne dans des domaines comme la sécurité, les questions de défense, l'international, bref, tout ce qui est du ressort du régalien et qui était un peu les derniers éléments qui étaient conservés. Alors pourquoi t'inviter toi aujourd'hui spécifiquement? Eh bien c'est parce que François, comme vous le voyez à la vidéo, a écrit un livre, il y a 5 ans, a écrit plusieurs livres, et François a la particularité d'écrire des livres qui ne sont pas très gros, mais c'est une qualité, ça? Ah oui, parce que c'est extrêmement efficace. Il y a des gens qui écrivent des pavés où il y a beaucoup de vide. Là, c'est très, très, très dense. D'ailleurs, quand je l'ai lu, j'ai tout annoté. C'est très précis. Donc, pour ceux qui veulent savoir ce qu'est l'Union européenne, c'est un des bons livres. Et ce qui est intéressant, c'est que tu l'as écrit il y a 5 ans. Ouais, c'est ça. Et tu alertais à la souveraineté européenne parce que tu avais noté, comme d'autres, mais tu l'as bien décortiqué et tu en as montré tous les aspects, que c'était l'objectif principal d'Emmanuel Macron en tant que président élu en 2017. C'est son fil rouge. C'est son fil rouge, et on peut dire qu'il a été réglo, puisque c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'on voit dans le vote que tu évoques. C'est-à-dire qu'il a commencé son mandat par ça. Il a commencé par quelque chose qui est un rituel tous les ans, qui est le discours aux ambassadeurs, qui a toujours lieu en général fin août. Oui. Et fin août 2017, donc l'année de son élection, lors de son premier quinquennat,
Ben, il a annoncé la couleur. Il a dit que l'objectif était d'aller vers une souveraineté européenne. Alors, tout est, ne serait-ce que dans les termes, la souveraineté, c'est ce qui est supérieur à tout le reste dans son genre. À partir du moment où on dit qu'il y a une supériorité européenne, ben, celle-ci s'imposerait aux souverainetés existantes, tant la souveraineté nationale que la souveraineté populaire, et encore plus ben, leur imbrication qui forge ce qui est à nous autres républicains, notre corpus et la manière dont nous souhaitons faire vivre la cité. Donc, Macron a annoncé la couleur immédiatement, et ça a été repris, et la manière dont il l'a mis en scène, ça a été le discours de la Sorbonne, qui a eu lieu quelques semaines après, c'était au mois de septembre 2017, où il a développé son projet de souveraineté européenne, qui finalement n'était rien d'autre que le fait de détricoter la souveraineté telle qu'elle existe aujourd'hui. Tu viens d'évoquer ce qu'il y a dans la résolution qui a été adoptée par le Parlement européen la semaine dernière. Eh ben, ce qu'il y avait dans le discours de Macron, c'était ça, c'était de dire on va saucissonner la souveraineté, parce que si on fait cela, les gens ne s'apercevront pas des pertes de souveraineté parce qu'elles seront partielles, leur semble-t-il, alors qu'en réalité, on est en train de soustraire la souveraineté dans son ensemble. Alors, t'es fort aimable d'avoir dit que j'avais anticipé les choses. J'avais certes, non pas anticipé les choses, j'avais lu, écouté Macron, et je l'avais pris au mot, parce que je voyais bien que c'était un projet global. Par contre, il faut dire qu'il y a quelqu'un qui avait anticipé ça, et largement à l'avance. C'était Philippe Séguin, et j'ai pour mémoire il faut le dire, son immense discours du 5 mai 1992 à l'occasion du traité de Maastricht, où tout ce que j'évoque là, tout ce qui a eu lieu la semaine dernière au Parlement européen, tout ce qui était le projet de M. Macron, était déjà annoncé à l'époque par Philippe Séguin lors de la campagne pour le non au traité de Maastricht. Voilà. Alors là, donc, ce qui est intéressant juste là-dessus sur le discours de Séguin, ouais. Formidable discours que tu cites à plusieurs reprises dans ce livre, c'est qu'il y en avait un autre encore plus avant encore, qui lui était de gauche, c'est Mendès France, qui avait fait un discours en janvier 1957, également à l'Assemblée nationale, et qui en fait le discours de Séguin est un écho au discours Séguin de droite, est un écho au discours de Mendès France de gauche, où lui-même il alertait déjà par rapport au traité de Rome de 57 à qu'est-ce que signifieraient tous les abandons de souveraineté. Et il y a une vraie force qui transcende la gauche à droite, qui s'oppose sur bien des sujets, mais dans cette défense de la souveraineté, en particulier au travers de ces deux figures. Oui, c'est un fil historique et c'est un fil républicain. Je cite Séguin à cette époque-là, j'aurais pu citer des discours et des bouts de discours de Chevènement à la même époque dans son opposition. Donc il y aurait eu beaucoup à dire. Mais en tout cas, on voyait germer, donc là depuis 5 ans le quinquennat Macron, mais en réalité depuis 25 ans avec la construction européenne depuis 1992 et le traité de Maastricht, qui après l'acte unique a été quand même une bascule importante, mais depuis sans doute le début de la construction européenne, parce qu'en réalité, le verre est dans le fruit de manière sans doute consubstantielle au sein de l'Union européenne telle qu'elle a été fondée, on voit bien ce qui est la volonté de ceux qui veulent mettre en place, en réalité, un impérium technocratique. Voilà. C'est-à-dire un espèce de grand empire où les citoyens sont mis au banc, ou en tout cas sont mis de côté, pour laisser les mains libres à celles et ceux qui voudraient décider. C'est très exactement ce qu'on a là sous les yeux, et c'est très exactement le sens de la résolution telle qu'elle a été adoptée par le Parlement européen. Alors tu as raison de dire que celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur et qu'il y a encore un long chemin dans les institutions européennes avant que cette résolution soit mise en œuvre. Mais enfin, quand même, les choses ne sont pas anodines. Quand l'un des amendements vise à remplacer les termes « présidente de la Commission européenne » par « présidente de l'Union européenne », on voit bien qu'il y a là l'idée, à un moment donné, de court-circuiter un échelon. Et quel est cet échelon? C'est le peuple. C'est celui qui n'a pas voix au chapitre. Et donc Madame von der Leyen ou ses successeurs seraient habilités à être président, à parler exclusivement au nom de l'Union européenne et pas simplement au nom de la Commission. Ça veut dire aussi que dans le rapport de force au sein de l'Union européenne, ce qui prend la main, mais ça on l'a constaté depuis des années, et nonobstant ce que peuvent dire les eurodéputés qui nous font toujours de grands numéros pour nous dire oui, le Parlement européen est de plus en plus puissant, mais tout ça c'est du blabla, tout ça c'est du flan, c'est la Commission et point barre qui a aujourd'hui la main. On voit bien qu'elle s'impose partout. Enfin, lors du dernier sommet du G7, quand on a vu qui étaient les chefs d'État qui ont été se balader en Chine, on a bien vu que M. Macron a été relégué en 3e division, au 3e rang, et que celle qui occupait le premier rang
président, avec le président Xi, avec Biden, c'était Ursula von der Leyen, et elle n'a pas demandé son avis à M. Macron. Donc les chefs d'État sont relégués en 2e ou 3e division, et honnêtement, le Parlement européen n'est pas grand-chose et est plutôt de l'ordre souvent du caniveau. En parlant de Xi Jinping et des Chinois, on peut souligner la manière amusante dont elle avait été reçue par les Chinois quand Emmanuel Macron l'a emmenée en visite. Alors on ne sait pas pourquoi, parce que Sanchez y est allé en chef d'État espagnol tout seul, Olaf Scholz y est allé tout seul, Emmanuel Macron, voilà, est plus royaliste que le roi, a emmené dans ses valises Madame von der Leyen, sauf que les Chinois étant très respectueux du protocole, donc on considérait qu'elle n'est pas chef d'État, donc on ne comprenait pas très bien ce qu'elle faisait là. Elle a été ils ont refusé le tapis rouge, enfin, apparemment été furieuse, d'autant plus qu'ils lui ont envoyé le ministre du Tourisme, qui était un clin d'œil, puisque vous venez faire du tourisme, on vous envoie le ministre du Tourisme. Bon, elle avait très très mal vécu. D'autant qu'elle avait attaqué vertement la Chine quelques jours juste avant, ce qui toujours est une stratégie bien sûr très efficace. Et dans ce que tu dis, c'est tout à fait juste, parce que c'est ça la politique des petits pas. Donc depuis le début du conflit en Ukraine, elle se positionne comme chef d'État, tu viens de le décrire, et d'ailleurs elle fait des discours à l'Union. Le discours sur l'Union, en singeant les États-Unis, puisque le président des États-Unis, qui est un État fédéral, fait un discours tous les ans sur l'état de l'Union. Donc en plus on a le calque américain sur cette Union européenne. Pour revenir sur dans ce que tu avais écrit, le discours les discours d'Athènes d'Emmanuel Macron, mais discours de la Sorbonne, il avait fait la liste des domaines dans lesquels devait s'imposer la souveraineté européenne. Alors je vais faire la liste que tu as relevée. Donc il y a la sécurité, la défense, la politique migratoire, la politique étrangère, la transition écologique, le numérique, l'économie, l'industrie et la monnaie. Ce qui fait que je ne vois pas très bien qu'est-ce qui reste. Ce qui est très exactement la liste que tu as énumérée il y a 5 minutes lorsque tu as commencé et que tu as évoqué le traité qui a été adopté la semaine dernière. Alors, bien sûr, on a les européistes BA qui vont nous dire « Oui, mais c'est pas exactement ça. Il y a des compétences qui sont des compétences exclusives, qui sont transférées à l'Union européenne, et puis il y a des compétences partagées. » Alors déjà, bon, on voit que les compétences exclusives, c'est notamment toutes les questions qui ont trait à la transition écologique et énergétique. C'est pas rien, parce que ça a des implications et des ramifications, et on peut y faire rentrer très honnêtement aujourd'hui quasiment tout, ne serait-ce que par ce biais-là. Et le reste, ce serait des compétences partagées, mais enfin d'expérience, on sait comment ça fonctionne avec des compétences partagées entre l'Union européenne, la Commission et les États. C'est qu'au final, le principe de subsidiarité, ce qui aujourd'hui est le principe qui prévaut au sein de l'Union européenne, nous dit que ça serait toujours l'échelon le plus compétent et le plus adapté qui exercerait la compétence. Sauf que M. Macron nous le dit, les États eux-mêmes, M. Macron dit l'échelon le plus adapté pour tous les domaines que tu viens de citer, c'est l'échelon européen. Donc à partir de là, on voit bien que même les compétences partagées sont en réalité des transferts de souveraineté qui ont vocation à devenir pleins et entiers. Mais ce qui fait qu'on peut dire paradoxalement que Emmanuel Macron est un des rares président à avoir vraiment appliqué son programme jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il le ferait, il est élu, il fait son discours aux ambassadeurs à la Sorbonne, à Athènes, il dit on va faire ça, il le fait très exactement. Il y aura également le traité d'Aix-la-Chapelle, qui est de facto un transfert de souveraineté du régalien. Les Européistes se sont dit « mais non, vous ne comprenez rien », sauf que si. Ça prépare un transfert, y compris du siège permanent de sécurité, du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Europe. Bon, c'est carrément la perte définitive de notre puissance stratégique au niveau mondial. Donc on pourrait dire que Emmanuel Macron a rempli ses promesses, il a fait le boulot. En tout cas, il y a plusieurs choses dans ce qu'était le projet de Macron. D'abord, donc, c'était le transfert de souveraineté, je vais y revenir, vers l'Union européenne. Mais pas vers n'importe quelle Union européenne. C'était très clairement vers une Union européenne sous domination et sous bannière allemande. Voilà. Là, pour le coup, force est de constater que le Macron 2017 s'alignait complètement sur ce qu'était la politique à l'époque largement dominée au niveau de l'Union européenne par l'Allemagne. Bon, il faut reconnaître que depuis, notamment avec la crise du Covid, on s'est aperçu quand même que les intérêts stratégiques
de l'Allemagne et de la France pouvaient parfois être divergents, notamment sur les questions énergétiques, et qu'il y a quand même un petit peu de distance qui a été mise par rapport à ça. Mais ça n'enlève pas l'essentiel du projet de M. Macron. D'abord, je pense que la France est trop petite pour M. Macron et qu'il a sans doute d'autres ambitions, et l'échelon européen est pas le moindre pour lui. Mais je crois que M. Macron, il faut le prendre aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui anticipe politiquement et qui est lucide par rapport à ce qui se passe. Et il a constaté qu'il y avait un phénomène au sein de l'Union européenne, qui était un phénomène global, qui était un phénomène de blocage électoral et démocratique. Pourquoi je dis ça? Parce que M. Macron est la résultante de ça. Je vous le fais vite, mais on a connu pendant 40 ans le bipartisme. D'un côté, la gauche qui gagnait une élection, le coup d'après, c'était la droite, et puis à nouveau la gauche. Donc le partage du pouvoir, dans la plupart des pays de l'Union européenne, entre la social-démocratie d'un côté, la gauche, et la démocratie chrétienne, la droite, de l'autre. Ce système-là, qu'on a bien connu en France, il n'y a qu'à regarder quels étaient les présidents de la République, comment ça a fonctionné, etc., il s'est affaissé au bout d'un moment. Les Français en ont eu marre parce qu'ils se sont aperçus, notamment parce que l'Union européenne a commencé à être un entonnoir dans lequel il fallait faire passer les politiques, que toutes ces politiques étaient des politiques du pareil au même, et donc le bipartisme a commencé à s'affaisser. Et je sais pas, je prends un exemple, par exemple, qui est, je crois, dans le livre, et je peux le prolonger avec les chiffres d'aujourd'hui. Pendant 50 ans, en Allemagne, la CDU, la CSU et le SPD, ces trois partis, à eux seuls, couvraient quasiment toute la sphère électorale. Ils avaient, à chaque élection, entre 75 et 90% des résultats en leur faveur. Et puis ça s'est effondré, le bipartisme s'est effondré, en Allemagne comme ailleurs. Il est tombé progressivement, en France. Exactement, à 60%. Puis en Allemagne, ils sont tombés les trois à 50% à eux trois aux dernières élections. Et puis là, les derniers sondages nous disent qu'ils ne font plus que 40%. Donc ce mouvement destituant de fond a été enclenché, et notons qu'il est sans doute moins puissant qu'il y a quelques années, il est moins puissant qu'en 2017, mais il existe encore. Toute la dimension destituante qu'il y a dans la société, qu'il y a dans nos sociétés, n'a pas été purgée. Donc, je disais, fin du bipartisme. À la fin du bipartisme, tous ces gens-là ne sont pas repartis chez eux en disant « les gens sont en train de nous désavouer, on va laisser la place aux autres ». C'est pas ça qui s'est passé. Enfin, il y a eu un effet de système qui a été d'aller vers les grosses coalitions, les gros co, sur le modèle allemand, tiens, comme par hasard. C'est-à-dire l'alliance entre la gauche et la droite. C'est quelqu'un qui nous est cher, qui avait fait cette analyse-là et qui avait donné les chiffres à l'époque. C'est François Delapierre qui avait sorti ça et qui avait constaté que très exactement, la moitié des pays de l'Union européenne étaient, au début de la décennie 2010, dirigés par des gouvernements de type grande coalition. La moitié des pays de l'Union européenne. Et même ça n'a pas suivi. Au tournant de 2015, à peu près, les citoyens se sont dit « bon, mais c'est bon, on est en train de nous prendre pour des imbéciles. On ne voulait pas deux séparément, mais on ne veut pas deux non plus ensemble. » Et donc, ils ont bloqué le jeu électoral. Et donc, quand on allait à une élection, il ne sortait pas de majorité possible. Voilà. Il n'y avait plus rien. C'était un éparpillement général. C'est ce qu'on a connu en Italie, où ils sont retournés X fois aux urnes. C'est ce qu'on a connu en Espagne. Souvenons-nous de l'année 2016, 2017, les différents retours aux urnes. Et il n'y a pas eu de gouvernement qui en est sorti. Et il y a eu, je sais pas, si on regarde les Pays-Bas, si on regarde la Belgique, tous ces pays où on est resté pendant 200, 300, 400, 500 jours parfois sans gouvernement parce qu'on n'arrivait pas à mettre en place des gouvernements. Autrement dit, ça c'était l'impasse électorale. Mais moi j'analyse le fait que les citoyens ont choisi en conscience de ne pas donner de majorité aux uns et aux autres. Et pourquoi est-ce que je prends quelques instants pour rappeler tout ça? C'est parce que M. Macron est le fruit de tout ça. Lui, il a senti qu'on allait vers ça. Il a senti que la gauche était affaissée aux élections, s'affaisserait après l'élection de M. Hollande, et qu'il y aurait le même mouvement à droite. Et que donc 2017, il y avait une fenêtre de tir pour passer. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a prolongé en 2022 en allant encore plus loin, en adoptant et en acceptant le principe de la démocratie minoritaire. Mais le corollaire de la démocratie minoritaire qui s'exprime dans ces différents pays, c'est que ça nécessite aussi à côté qu'il y ait un pouvoir fort qui soit transféré. Il est transféré où? Il est transféré à Bruxelles. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je trouve le plus intéressant, et ce qu'il y a dans le livre, c'est que tu fais le lien avec l'effondrement démocratique. Ce que tu évoques de facto déjà là, et que le transfert de souveraineté au niveau européen se fait sans le peuple. Parce qu'il n'y a pas de peuple européen, et donc il n'y a pas le corps. Comme le dit la cour de Karlsruhe, qui le dit noir sur blanc. Tu le cites, voilà. Tu le cites
arrêté de 2009. Et il n'y a pas de peuple européin. Il y a un peuple allemand, italien, italien, français, il en cite quelques-uns. bon, ils en citent quelques-uns. Et donc, in fine, c'est la diète constitutionnelle qui décide de ce qui est bon ou pas bon pour l'Allemagne. Tout à fait. Voilà. Ce qui n'est pas trop le cas chez nous. On peut pas dire. Mais on peut constater que sur ces 30 dernières années, avec l'effondrement des partis, comme tu l'as très bien décrit, de gouvernement, la nécessité de créer des coalitions ou ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est de facto une coalition des ex-partis de gouvernement, qui elle-même ne tient qu'à un fil, c'est 20%. Donc heureusement qu'il y a de la division et qu'on a la menace du fascisme pour tenir avec si peu d'électeurs. On a eu différents référendums, en particulier en France, celui de 2005. Chaque fois, les peuples votent contre la question qui est posée par l'Union européenne et ceux qui sont au gouvernement dans les différents pays de l'Union européenne. Il y a eu le très célèbre, peut-être encore plus fondamental que de 2005, celui de 2015 en Grèce, où après 6 mois, le pistolet sur la tempe, les Grecs, comprenant très bien ce qui va leur arriver, quand même, en conscience, disent non, on ne veut pas cette fin de la démocratie. Or, c'est ce que tu soulignes. Et tout ça amène à la conséquence, c'est l'exclusion du peuple du champ politique, ce qui est incroyable depuis la Révolution française, et ce qui m'amène à montrer le deuxième livre qui est là, qu'on voit pas très bien sur le... C'est passé, ce truc énorme là. Donc, l'impératif démocratique, que tu as écrit un petit peu après. Au moment des Gilets jaunes. Juste au moment des Gilets jaunes. Ouais, on était encore en train de défiler. Voilà, on défilait au moment des Gilets jaunes. Donc un très très bon, encore un autre bon livre, mais tu corrèles à cette spoliation en fait. Et c'est ce qui est en cours et qu'on a vu avec Emmanuel Macron. Il a fallu quand même une répression absolument colossale contre les Gilets jaunes, tant policière que judiciaire. Là, il n'y a pas de problème. Hein. La justice a l'air de bien fonctionner. On a envoyé des gens sans casier judiciaire en nombre conséquent en prison, 700 blessés graves, avec des armes quasiment de guerre, plus Emmanuel Macron qui a dû passer des mois et des mois à parler des heures et des heures par jour, toute la journée, à faire des cahiers de doléances, qui ont tous disparu. Mais il y a une inquiétude, et ça a été l'occasion à nouveau d'écraser un peu plus le peuple. Donc ce qui se passe, ce que tu décris, c'est l'éviction du peuple. Mais est-ce que le peuple l'accepte d'après toi ? Alors, il y a deux aspects. Justement, il y a deux dimensions dans ce bouquin, dans l'impératif démocratique. La première, c'est celle que tu évoques. Il a été effectivement écrit au moment du mouvement des Gilets jaunes. On est quelques-uns, je crois, à avoir senti très vite le potentiel qu'il y avait dans ce mouvement et à l'avoir très largement accompagné. Et moi, j'en garde des souvenirs assez fondateurs d'un point de vue politique, parce que on nous disait que derrière le mouvement des Gilets jaunes, il y avait les questions d'identité, puis que c'était un mouvement qui était parti exclusivement sur les questions écologiques. Moi, je suis désolé, le souvenir que j'en ai du mouvement des Gilets jaunes, je me rappellerai toujours l'acte 2, où sur les Champs-Élysées, les gens défilaient en brandissant leur carte électorale. Voilà. Donc ça voulait dire que les gens s'affirmaient d'abord en tant que citoyens. Et ce qu'ils souhaitaient, c'était reprendre le contrôle. Voilà, reprendre le contrôle sur la décision de leur vie individuelle et collective. Donc, c'était ça. Et donc, quand on sent avec cet affaissement de la vie politique, de la vie publique et du champ institutionnel, que les gens en sont au moment où ils veulent reprendre le pouvoir, eh bien, on revient sur l'un des fondamentaux des cycles révolutionnaires. C'est l'idée constituante. J'ai parlé du pouvoir destituant pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais les quelques années qui ont précédé, on a vu coexister et progressivement monter en régime une aspiration constituante. C'est-à-dire, non pas simplement le fait d'élire une assemblée constituante, le fait que les gens voulaient se reprendre en main individuellement et collectivement et qui voulaient redéfinir collectivement les règles du jeu. Voilà. Il y a eu ce mouvement qui a été très fort. Alors, il ne faut pas non plus... C'était le cas en 2005, d'ailleurs. C'était le cas en 2005. C'est des cycles, c'est-à-dire que 2005 n'a pas existé qu'en 2005. Il faut que ça infuse après dans la population. Et donc, les conséquences de 2005, eh bien, quand on a évoqué l'effacement des grandes coalitions, ça en fait partie pour moi. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs années pour que tout cela arrive à maturité dans l'ensemble de la population. Et cette aspiration constituante qu'il y avait
dans les années 2000, 2017, 2018, 2019, qui était conjuguée en mouvement destituant puissant, mais cette aspiration constituante, force est de constater quand même, si on doit être lucide, qu'elle est moins présente aujourd'hui et qu'elle a pris un coup d'arrêt quand même avec la crise du Covid. Voilà. Que les gens se sont un petit peu repliés, malgré tout, sur eux-mêmes. L'idée de solidarité n'a pas complètement disparu. Hein. C'est une autre amie qui nous est commune, c'est Charlotte Girard, qui a trouvé, je trouve, une très belle formule pour dire ça. Elle parle de bulle de solidarité repliée. Voilà. Pour dire que cette aspiration à faire du lien avec les autres existe, mais on a un petit peu changé d'échelle avec le Covid. Est-ce qu'on arrivera à un moment donné à faire éclater ces bulles et à recréer une aspiration constituante beaucoup plus large? Je le souhaite. Mais il ne faut pas non plus penser la politique comme des schémas qu'on souhaiterait voir advenir. Il faut partir du réel. Et le réel de ces dernières années n'est effectivement plus celui des années 2018-2019. Donc il y a besoin aussi de recréer, d'être un petit peu plus rassurant par rapport à ça. On ne peut pas simplement jouer sur le fait de cliver avec l'idée destituante et en disant les gens vont naturellement se reporter vers une idée constituante. Non, il y a besoin aujourd'hui aussi de faire du lien avec les autres et d'avoir un programme et un projet qui rassemble. Voilà, un projet de rassemblement populaire. Ça, c'est la première idée de ce livre. Et puis la deuxième idée, je reviens à la dimension institutionnelle qu'on a évoquée tout à l'heure. J'ai évoqué fin du bipartisme, grande coalition, démocratie minoritaire. On était en plein dedans. Là, j'analysais la démocratie minoritaire. C'était le cas dans, là encore, plus de la moitié, 18 des 27 pays de l'Union européenne en 2018, qui avaient des gouvernements qui étaient sur une base d'une élection minoritaire. Et j'ai poursuivi le travail. Alors, le bouquin suivant n'est pas encore sorti. Il faudrait un petit peu que je me fasse violence et que je me remette au boulot pour l'écrire. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette situation de démocratie minoritaire? J'ai analysé dans ce livre le fait de dire la démocratie minoritaire n'est pas un état stable de nos vies publiques. Donc, ça ne sera forcément qu'un état transitoire. Donc, on en sort. En France, nous y sommes rentrés quasiment les derniers dans la démocratie minoritaire. Nous y sommes rentrés qu'en 2022 avec monsieur Macron. Avant, c'était pas le cas, mais avant, il y avait la démocratie minoritaire en Espagne, on avait connu ça en Italie, on avait connu ça, je l'ai dit, dans plus de la moitié des pays de l'Union européenne. Alors, quelles sont les solutions qui ont été proposées? Dans la plupart des pays, alors, soit il y a les jusqu'au-boutistes, tel monsieur Sanchez, d'une certaine manière, qui par exemple va gouverner de manière minoritaire ou au prix d'une coalition improbable en Espagne, ou monsieur Macron, qui assume complètement le fait d'être dans une démocratie minoritaire. Soit il y a ceux qui cherchent de nouveaux biais encore, qui ne sont plus les grosses coalitions, mais qui sont des coalitions hétéroclites. Les Anglais disent Big Tent, grands chapiteaux. Donc ces coalitions grands chapiteaux, c'est quoi? C'est ce qu'on a en Allemagne, c'est-à-dire le SPD, les Verts et les libéraux qui sont ensemble. Mais bien sûr, tout ça, ça fait quoi? Ça fait perdre le sens politique. On voit bien qu'il y a des désaccords de fond et qu'on ne peut pas mettre en place des politiques qui font sens auprès des électeurs quand on a des coalitions comme ça. Sauf que ces coalitions grands chapiteaux, c'est aujourd'hui devenu la norme et l'échappatoire à la démocratie minoritaire. Mais ce n'est pas le point final. Il y aura autre chose derrière ces coalitions grands chapiteaux, parce qu'elles aussi ont une durée de vie forcément limitée. Ça ne répond pas à l'aspiration populaire. Et donc finalement, tous ces cycles que je suis en train de décrire, ils se raccourcissent les uns et les autres. On arrive à un moment donné où la vie démocratique va être totalement sclérosée. À voir ce qui va en sortir. Alors ce qui en sort, c'est ce qui est sorti cette semaine également en Hollande. Car ce problème démocratique, ce déni démocratique, fait que les partis d'extrême droite, réellement d'extrême droite, ont de plus en plus le là en Europe. On le voit en France avec le Rassemblement national. Là, c'est le parti de M. Wilder qui a gagné aux Pays-Bas. Avant, c'était Mme Giorgia Meloni. Ils sont au pouvoir en Slovaquie, ils sont au pouvoir en Finlande, ils apportent un soutien sans participation en Suède, et ils font des scores importants dans la plupart des autres pays, comme tu viens de l'évoquer. Suède, ils ont failli prendre le pouvoir. Oui, bien sûr, avec une coalition qui doit tenir, une coalition de gauche qui doit tenir à une voix, si je ne m'abuse. Exactement. L'AfD, l'Alliance pour l'Allemagne, monte inexorablement en Allemagne. Donc, ça conduit au pire, en fait. Alors oui, ça conduit au pire. Oui, je crois qu'il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis assez choqué d'entendre chez les commentateurs bien pensants depuis une semaine, depuis ces élections aux Pays-Bas, des gens venir nous décrire la montée de l'extrême droite un peu partout
au sein de l'Union européenne, comme si c'était un phénomène endogène aux sociétés. Voilà. Les sociétés, aujourd'hui, seraient des sociétés extrêmement polarisées et les sociétés nourriraient le fait que l'extrême droite devrait monter inexorablement. Je suis désolé, mais si je reprends ce que je viens de dire il y a un instant, je viens d'expliquer en quoi le blocage démocratique, à un moment donné, fait que le problème, c'est un problème d'offre politique. Les citoyens n'ont pas envie de rejouer tout le temps la même partition. Prenons un exemple, 2022. Mais enfin, en 2022, tout le monde avait bien compris, et même des études en attestaient, des sondages en attestaient largement. Les Français, à 80%, ne voulaient pas rejouer le match à 3 entre Macron, Le Pen et Mélenchon. Sauf que, à quoi avons-nous eu droit ? Très exactement à la même chose. Donc les gens n'ont pas le choix, et c'est en ça qu'ils sont privés de voies de sortie sur la question démocratique. Et à force d'être privé par des voies de sortie, eh bien c'est l'extrême droite qui en tire bénéfice. Donc c'est aussi le problème d'offres politiques qui nourrit la montée de l'extrême droite. C'est trop facile de dire que c'est notre faute à nous autres, les citoyens, c'est le problème dans les sociétés, des sociétés qui sont elles-mêmes polarisées. Mais non, la démocratie minoritaire, c'est la démocratie minoritaire qui pousse les uns et les autres à rentrer dans ce que j'appelle une stratégie du socle. Qu'est-ce que c'est la stratégie du socle ? C'est ce que fait Macron. Il sait qu'il n'aura jamais 50% de gens qui lui permettront d'accéder au pouvoir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie d'avoir le socle le plus haut possible. Ça a été sa stratégie en 2017, ça a été sa stratégie en 2022, ça va être encore sa stratégie pour les élections européennes dans quelques semaines. Et avec le socle le plus haut possible, ça suffit pour atteindre le pouvoir et pour le conserver. Pourquoi ? Parce qu'il est aussi le bloc central. Enfin, c'est la gravitation, les lois de la gravitation politique, ça. Quand on est dans le bloc central, on attire toutes les forces et les électeurs qui sont issus de forces plus faibles et périphériques. Mais je note que cette terrible stratégie du socle, qui est celle de Macron, je vois que tout le monde s'y résout un petit peu aujourd'hui. Moi, j'ai plus de mal à comprendre, par exemple, qu'en France, une force comme la France insoumise se résolve elle aussi à une stratégie du socle. N'essaie pas de penser les questions politiques en termes d'élargissement de son assise, de bataille culturelle ou quoi que ce soit, mais essaye de faire du communautarisme électoraliste pour avoir le socle le plus gros possible et en pensant que tout cela suffirait. La conséquence donc de la démocratie minoritaire, c'est ça, c'est ces stratégies du socle, et la conséquence de ces stratégies du socle, c'est au final que l'extrême droite monte. Deuxième aspect peut-être, mais je crois qu'on ne peut pas passer à côté aussi, c'est que aujourd'hui on est dans le régime des totems et des tabous, et que certains, notamment à gauche, refusent d'aborder les questions qui sont décisives pour les gens dans la période. Tous celles et tous ceux qui, d'un revers de main, disent l'immigration n'est pas un sujet, la sécurité n'est pas un sujet, font aussi le jeu de l'extrême droite en leur abandonnant des champs régaliens aussi importants. Alors, ce qui est très intéressant dans le livre sur l'alerte à la souveraineté européenne que tu as écrit, c'est qu'il sort en mars 2018. En mars 2018, nous sommes toujours à la France insoumise et nous faisons partie, c'est pas un parti avec des statuts, mais des dirigeants, d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mars 2018, je dis ça parce que ceux qui vont lire, vraiment, j'incite les auditeurs à acheter ce livre, à le lire. Édition du Borrego. Mais il y a une très forte défense de Jean-Luc Mélenchon dans ce livre. Et du programme de la France insoumise, mais pas celle d'aujourd'hui. Et on voit le changement complet d'offres politiques qui a touché la France insoumise. C'était la défense de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon du programme de 2017. On voit combien il était différent et combien il était intéressant, justement, par rapport aux questions européennes. Il a changé radicalement. D'ailleurs, en mars 2018, une autre cadre importante à l'époque de la France insoumise, Corinne Morel-Darleux, était allée, puisqu'on travaillait dans la même équipe, était allée à Vienne demander l'exclusion de Tsipras et de Syriza de la gauche européenne. C'était dans le sommet du plan A, plan B. D'ailleurs, tu évoques le plan B. Bon, on va en parler, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cette Union européenne, mais à cette époque-là, il y avait cette idée assez intelligente du plan A, plan B, qui était le socle du programme de 2017, qui a été complètement abandonné par la France insoumise. Justement, la décision que prend Jean-Luc Mélenchon d'abandonner ce positionnement, cette lutte et cette offre politique intéressante, il la prend quasiment au moment où on ne sait pas encore, mais au moment où tu sors ce livre. C'est pas
C'est pas un hasard, tout simplement. Parce que, bon, nous étions, puisqu'on exhume les souvenirs, nous étions, toi et moi, membres de la France Insoumise, et nous étions même, je crois, tous les deux, candidats à la candidature pour les élections européennes suivantes. Sur la ligne qui est celle que j'évoque dans ce livre. Hein. Bon, on sait ce qu'on voulait en faire de l'Union européenne et on voulait porter ce combat de cette manière-là au sein des instances. À l'époque, nos candidatures n'ont pas été retenues. Nous avons même été mis de côté sur ces questions-là, au profit de gens comme Manon Aubry qui sont venus pour tirer la liste en remplacement de Charlotte Girard, etc. Bon. Donc on voit bien qu'il y a eu un changement de ligne stratégique et qui a été acté. Je peux te couper. Manon Aubry est extraordinaire parce qu'elle a été chef de file, elle est toujours, de la France Insoumise au Parlement européen. Elle a conduit la liste. Manon Aubry, très rapidement, a rencontré Tsipras et les représentants de Syriza pour changer l'Europe de l'intérieur, donc c'est l'adoption du mantra. Et, dernière chose, elle a voté le texte dont on a parlé là, c'est-à-dire l'aggravation du fédéralisme. C'est radicalement opposé à... On a commencé par ça, on a commencé par ce vote, cette résolution sur les traités. Eh bien, il faut savoir que ceux qui ont voté cette résolution, c'est les groupes Renew, Renaissance de M. Macron et de tous ses amis au niveau européen, et c'est la France insoumise et leurs alliés au sein du Parlement européen. Il y a des groupes qui se sont divisés, hein, le groupe socialiste et le groupe de droite ont eu des votes plus éclatés, mais pour le coup, le groupe de la France insoumise et consorts ont voté en cadence, parce que tous ces gens-là disent... Sauf Morel, je crois. Ça a dû le piquer quand même. Peut-être, il faudra quand même vérifier. Je crois qu'il faudra vérifier quand même. Bon, peu importe, sous réserve, en tout cas, ils ont voté ce texte parce qu'ils sont dans une autre logique. À un moment donné, c'est pas histoire de dire il y a les bons et il y a les mauvais, c'est pas ça l'histoire. C'est qu'ils sont dans une autre logique. Ils continuent à penser qu'on peut changer, transformer l'Union européenne de l'intérieur et que ce texte sera un point d'appui parce qu'il permettra plus facilement d'aller vers la révision des traités, quand bien même il accorde plus de pouvoir à l'Union européenne et à la Commission. Voilà. Donc c'est une autre analyse. Moi, je m'inscris complètement en faux par rapport à ça. Mais c'est ce choix qui a été fait à l'époque sur la question européenne dans la France insoumise et qui était consubstantiel à un deuxième choix qui était qu'au même moment quand même, il y a un choix stratégique qui était fait, qui était de dire que au rassemblement du peuple, l'objectif qui a été substitué était celui de prendre le leadership au sein de la gauche. Voilà. Et tout ça est très cohérent finalement. Les deux mutations, la mutation stratégique et la mutation idéologique sur la question européenne ait eu lieu en même temps. On ne peut pas enlever ça à Jean-Luc Mélenchon. Et qu'on ne puisse surtout pas parler de questions de sécurité et d'immigration, ce qui n'était pas le cas en 2017. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un impératif catégorique. Si on veut réunir ce qu'on peut appeler, je ne sais pas comment on peut l'appeler d'ailleurs, la gauche identitaire... sinon, on reste dans ce qu'est la gauche moraline. Quel est le problème aujourd'hui ? C'est que en France, mais pas simplement en France, partout dans l'Union européenne, les gauches n'ont pas un socle, elles ont un plafond surtout. Voilà. Et ce plafond, on le constate depuis des années. Il est à quoi ? À 30%. Alors maintenant, il faut venir m'expliquer comment on peut accéder au pouvoir et transformer la société quand toutes les gauches rassemblées, avec leur dimension quand même très hétéroclite, ne pèsent plus que, entre 31-32% quand elles ont le vent dans le dos et 25%, ce qui arrive dans un certain nombre de périodes depuis maintenant 7 ou 8 ans. On ne peut pas, sauf à s'enfermer là encore dans une stratégie du socle, comme le fait M. Macron, sauf que je l'ai expliqué tout à l'heure, à partir du moment où on accepte, et ça a été le choix là encore, notamment de la France insoumise au lendemain de l'élection de 2022, d'accepter le choix de la tripartition de l'espace politique. La tripartition de l'espace politique, entre d'un côté le bloc central de M. Macron, de l'autre côté le bloc de l'extrême droite avec Mme Le Pen, et un troisième bloc de gauche, il faut toujours bien comprendre que la force ira à la force et ira au point de centralité. Et ce point de centralité, ça ne peut pas être le bloc de gauche en l'état. Voilà. Alors un autre aspect intéressant de la destruction de la nation, d'État-nation, que tu as analysé, tu as été un des, je crois, ceux qui l'a mieux analysé à l'époque, tu as travaillé sur la loi NOTRe. La loi... portant nouvelle organisation territoriale de la République. Exactement. Qui a été commencé à être pensée sous Sarkozy, puis mise en place sous François Hollande, ce qui est encore une belle illustration, comme le vote de 2008 du traité de Lisbonne, que, bon,
c'est ce que tu décrivais, c'est une fausse alternance gauche-droite, mais qui a en fait est la mise en place en France de l'agenda de la Commission européenne de création de super-régions qui prend des attributions de l'État et qui l'affaiblit par la même occasion. Est-ce que tu peux en dire plus? Alors, plusieurs choses sur la loi NOTRe. Là encore, c'est une loi pour réorganiser le territoire. Il faut bien comprendre que la loi NOTRe n'est pas une loi qui est tombée en France comme ça par hasard. Elle faisait partie des recommandations de la Commission européenne de 2013. Vous vous souvenez, hein, les recommandations de la Commission européenne, tous les ans, ils nous disent ce qu'on doit faire, ils valident notre budget avant qu'on le présente devant le Parlement, blablabli, blablabla. Bon, ben là, 2013, recommandation, mettre en place une réforme territoriale. Ils avaient fait pareil, je rappelle, quelques années auparavant, en Grèce, je crois que c'était Kallikratis, le nom de la réforme en Grèce. Il y avait eu la même chose en Italie. Et partout, l'idée est la même. On met en place de grandes régions. La loi NOTRe que tu évoques, en fait, elle était accompagnée, il y a eu 2 lois de réforme territoriale en 2013, entre 2013 et 2015. Il y a la première qui était une loi pour faire justement des super-régions. Avant, on s'en souvient, on avait 22 régions, il n'y en a plus que 13. Et chaque région est adossée à son point central, une métropole. Voilà, c'est la loi de métropolisation aussi. Donc d'abord, on a fait ça de manière géographique, c'est du découpage. 13 grandes régions au lieu de 22, et dans chaque région, 1 ou 2, ça dépend, grandes métropoles. Donc ça, déjà, on voit bien qu'il y a cette idée d'attirer tout le potentiel et de concentrer le potentiel toujours au même endroit et de créer tout autour des zones de relégation sociale, spatiale, économique, dont les décideurs se fichent éperdument. Les citoyens, un peu moins, je crois, ils l'ont prouvé au moment des Gilets jaunes et ils continuent à le dire aujourd'hui. Et à côté de ce découpage, il y a effectivement les transferts de compétences qui ont été mis en place avec la loi NOTRe pour permettre justement à ces métropoles, et donc à ces régions, d'être des aspirateurs à tout, des aspirateurs à tout ce que je viens d'évoquer, des compétences économiques, sociales, industrielles, etc. Donc voilà ce qui s'est mis en place. Mais pourquoi est-ce que ça se met en place? Parce qu'au même moment, ayons en tête qu'il y a cette stratégie d'essayer d'affaiblir les États-nations au profit de l'Union européenne. Et quand il y a des résistances qui s'expriment, parce que c'est quand même un problème dans les États-nations, il y a des gens qui votent. Alors ils votent pas bien, donc on trouve des artifices, mais ils continuent à voter pas bien, ils grippent le système électoral. Ils sont pas sympas ces gens quand même. Ouais, au bout d'un moment, la solution c'est quand même bien de se séparer du peuple et de le mettre de côté. Mais quoi de mieux dans ce cas-là que d'essayer de créer une courroie de transmission directe entre Bruxelles et ces grandes régions. C'est ce qui avait été tenté à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on avait promu depuis Bruxelles le régionalisme écossais? Pourquoi est-ce qu'on avait promu le régionalisme catalan en Lombardie, en Vénétie, partout? On a vu une volonté de mettre en place des grandes régions, et c'est Bruxelles qui appuyait tout cela, parce que ça lui permettait d'être l'interlocuteur direct de ces grandes régions, et ça permettait de s'affranchir très largement, et ils espéraient de plus en plus largement, du cadre national. Alors, force est de constater que... D'ailleurs, les Catalans d'Espagne qui voulaient l'indépendance, c'était des drôles d'indépendantistes, parce que c'était une indépendance qui était immédiatement se mettre pieds et poings liés à Bruxelles. Très exactement. Un contrôle pire encore que celui de Madrid. Très exactement. Et d'ailleurs, il faut noter qu'ils ont été se réfugier à Bruxelles. Oui. À Bruxelles, ah oui, c'est ça, ils ont été se réfugier à Bruxelles. Donc, on a bien compris ce qui se jouait à ce moment-là. Et voilà le petit jeu qui est le jeu qui a été tenté par Bruxelles à cette époque-là. Attention, hein, ça n'a pas fini de porter ses conséquences. J'évoquais des régions sur lesquelles il y a eu des référendums qui ont eu lieu ces dernières années, en Lombardie, en Vénétie, pour donner toujours plus de pouvoir et d'indépendance à ces régions. Tu évoques la Catalogne, avec derrière des conséquences de sécession, en réalité, au sein des États-nations, et qui amènent à une conflictualisation, une polarisation totale dans des pays comme l'Espagne, par exemple, en ce moment, où c'est ceux qui gouvernent de manière minoritaire qui nourrissent la polarisation, parce que c'est ce qui leur permet de se maintenir en place. Alors, quand on revient sur les guerres de Yougoslavie, on aurait pu se dire que l'Union européenne, à l'époque, aurait pu faire en sorte d'être un agent de paix en Europe, puisque c'est censé... apporter la paix en Europe, l'Union européenne. Bien sûr. Et proposer une adhésion de l'ensemble de la Yougoslavie. Mais l'Allemagne a tout fait pour, justement, jouer sur les divisions, faire éclater la Yougoslavie en
des super-régions. C'est des petites nations qui n'ont plus aucune capacité de nuisance ou d'indépendance réelle, et qui rentrent par petits bouts dans l'Union européenne. Maintenant, on parle de faire entrer la Bosnie, qui est dans un état au-delà du catastrophique, en termes de chômage, d'appauvrissement, de désindustrialisation, de paupérisation généralisée. Mais l'Albanie, tout ce qui se passe autour de l'Albanie. On voit bien le processus bien sûr. À l'œuvre, qui peut être même violent, en fait. Oui, c'est l'une des portes d'entrée de l'Union européenne pour essayer de détricoter. Enfin bon, on n'est pas dans le diviser pour mieux régner, mais c'est pas loin de ça quand même l'idée. C'est-à-dire qu'on a franchi les uns et les autres, et puis ça permet d'avoir des interlocuteurs qui finalement ont moins de répondants et à qui on peut imposer les lois du marché, parce qu'honnêtement, il y a quand même que ça qui vaille pour Bruxelles, quoi. Oui. Alors, la question, c'est toujours la question, que faire par rapport à cette Union européenne-là, qui est une organisation politique particulière. On ne cesse de rappeler que les projets européens, nous par exemple à RS, on n'est pas opposé à coopération en Europe, mais les projets européens, il y en a eu d'autres avant. Il y a celui de Napoléon, qui n'a pas plu à tous les peuples. Il y a celui du Troisième Reich, qui était vraiment une très très mauvaise idée. C'est juste pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a une organisation que, mon Dieu, c'est magnifique et ça va nous protéger. On voit bien que cette Union européenne-là va à l'encontre des peuples, tu l'as très bien démontré. L'avait très bien démontré également Coralie Delhomme, que malheureusement on ne pourra pas inviter puisqu'elle est décédée d'un cancer, mais dans son livre « Nécessaire souveraineté », elle liait bien ce que nous on lit, à République souveraine, toi aussi, que la souveraineté nationale ne va pas sans souveraineté populaire. En fait, ce sont deux choses absolument liées. Donc que faire, puisqu'on arrache cette souveraineté, et de facto, le Parlement français sert plutôt de tribune théâtrale, on le voit bien, quelles que soient les orientations politiques des uns et des autres. On n'a plus d'autonomie budgétaire, monétaire, géostratégique qui est en train de disparaître. Quasiment tous les aspects sont pris sous contrôle ou coupes réglées par la Commission européenne. La réforme des retraites, Commission européenne. La réforme du ferroviaire, Commission européenne. Les problèmes liés à l'énergie et à la dépendance énergétique, Commission européenne plus Allemagne. Bon, on va pas rentrer dans ce détail-là. Mais voilà, cette souveraineté est perdue. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Certains proposent le Brexit, certains proposent de détruire l'Union européenne, certains proposent, on en a parlé, de changer l'Union européenne de l'intérieur. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bon, alors d'abord, ça peut apparaître un peu bizarre, mais c'est important pour moi qui ai été pendant longtemps militant politique, qui a la question de savoir d'où je parle. Donc autant quand j'étais militant politique, je pouvais facilement exposer un programme, autant aujourd'hui je suis plus dans le rôle du commentateur ou de l'analyste, et donc je rentre peut-être moins dans le détail volontairement sur ces questions-là. Malgré tout, là-dessus, on voit bien, au regard de la discussion qui est la nôtre depuis tout à l'heure, qu'on voit qu'il y a un problème sur la question de la souveraineté. Donc la question, c'est d'abord comment on récupère notre souveraineté. Et ça, il faut pas se dire que... Alors, il faut à la fois acter ce qui a été fait et voir ce qui va se passer. Acter ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre acte de quelque chose qui est nouveau par rapport à l'époque où j'avais écrit ce bouquin quand même, qui est que les traités européens peuvent voler en éclats. Voilà. Tout le monde nous disait les traités européens, on ne peut pas transiger avec ou quoi que ce soit. Enfin, le Covid est arrivé, les traités européens, tout le monde s'est assis dessus. Tout le monde. Et en premier, les Allemands. Voilà. Donc, les traités sont quand même ce qu'on en fait. Et donc, le principe de désobéissance est déjà quelque chose qui devrait être devenu quelque chose de naturel. Et qu'on soit en accord ou pas, des pays beaucoup plus faibles que la France, la Hongrie, même la Pologne, ou ne parlons pas de la Croatie, s'opposent ils prennent acte frontalement. Et voilà. Frontalement, ils font ce qu'ils pensent être juste et dans l'intérêt de leur peuple, quoi qu'on en pense. Je ne suis pas en train de défendre les politiques qu'ils mettent en œuvre, mais en tout cas, sur cette question-là, ils assument le fait de reprendre leur part de souveraineté. Et donc, ils ne vont pas demander
ils vont pas demander l'autorisation de pouvoir désobéir. Parce que moi, j'en vois certains, tu évoquais notre passé commun, qui, à un moment donné, quand ils ont changé de ligne, ont commencé à dire « Bon, ben alors on va commencer à aller s'asseoir autour de la table et dire que si on n'obtient pas gain de cause, alors peut-être qu'on va pouvoir commencer éventuellement à penser à désobéir. » Voilà. Bon, ben c'est pas comme ça que ça marche. On commence par créer un rapport de force. Si on n'est pas d'accord avec des choses qui ne marchent pas, qui nous contraignent et qui vont encore à l'encontre des intérêts du peuple, eh ben on désobéit sur ce qu'on juge nécessaire. Ça, c'est la première chose. L'histoire récente nous prouve que c'est possible, et certains l'ont fait, eh ben, pourquoi pas la France? Je le dis d'autant plus, donc ça c'était les expériences récentes, mais c'est ce qui est devant nous. C'est que ce qui est devant nous, c'est qu'au 1er janvier 2024, je parlais de tous ceux qui se sont assis, à juste titre, sur les règles du pacte de stabilité, des 3% de déficit, des 60% de dette, etc. Là, tous ces trucs-là, dont on n'entend plus parler. Mais vous savez que ça revient, ce truc-là. L'Union européenne remet ça en place à partir du 1er janvier 2024. Mais 1er janvier 2024, c'est-à-dire à partir de demain. Donc ces règles-là sont à nouveau remises en place. Et qu'est-ce qu'on fait? On va encore marcher en cadence et dire très bien, puisque les règles sont à nouveau appliquées, nous aussi, on va y obéir. Bon, je le dis d'autant plus que la Commission européenne a fait à nouveau des recommandations. C'était la semaine dernière, hein, tout a lieu comme par hasard en même temps, pour dire que la France devrait faire attention parce que justement, elle est dans une situation de déficit excessif, avec des prévisions à 4,8 ou 4,4, et que donc il faudrait qu'elle rentre plus vite que prévu dans le rang. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron et son affidé Bruno Le Maire se sont empressés de dire que la trajectoire budgétaire de la France devait nous ramener sous les 3% en 2027. Ils ont annoncé en début d'année, en septembre, début d'année politique et scolaire, ils ont annoncé des coupes, des réductions colossales. Bien sûr. Alors en fait, elles étaient déjà proposées par la Commission européenne. Bon, ils n'ont pas annoncé ce qu'a demandé la Commission européenne, parce que c'est franchement délirant. Parfois c'est du 20% dans des budgets, on voit pas du tout comment ça pourrait fonctionner, mais c'est l'exigence. Et récemment, comme tu disais, c'est Bruno Le Maire et Cazenave qui ont fait une interview dans la Tribune et qui ont proposé deux idées absolument géniales pour réduire la dette qu'ils ont augmentée de manière absolument considérable, hein, eux-mêmes. C'est vendre de 25% du patrimoine immobilier. Alors on sait, dans l'histoire de France, je pense dans tous les pays, mais dans l'histoire de France, ça a toujours été l'ouverture à toutes les combines, les corruptions, les gabegies, tout est toujours vendu largement en dessous du prix aux copains. Aux copains, c'est toujours pareil. Bon. Et puis on récupère pas grand-chose. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont imposé à la Grèce. Hein. Bien sûr. Pour rembourser une dette qui n'a jamais finalement été réellement remboursée, ils ont dû vendre tout. Tout, y compris les ports, tout. Y compris les ports, aux Chinois d'ailleurs. Bon, en termes d'indépendance et de souveraineté de l'Union européenne, vendre le port du Pirée, j'ai toujours du mal à comprendre la logique. Et l'autre chose, eh bien, on va réduire l'indemnité, la durée d'indemnisation de ces salauds de chômeurs qui a 55 ans, puisque la loi a été repoussée grâce à la réforme sur les retraites, pourront travailler plus longtemps. Donc, on va les faire passer de 27 mois à 18 mois. 18 mois, c'est ça. Donc voilà. Donc, toujours des coupes dans le social, dans le budget de l'État, mais ça va pas mieux. Et donc tout ça, parce qu'il faut toujours avoir en tête que le chapeau de tout ça, c'est les contraintes européennes, dans laquelle les émissaires coloniaux de Bruxelles qui nous dirigent s'enfoncent pour mettre en place les politiques qui nous tombent dessus. Le deuxième aspect peut-être de récupération de souveraineté, j'ai évoqué comment il faut faire à Bruxelles, il faut savoir aussi comment faire à Paris. C'est-à-dire que, tu l'as dit, je crois, tout à l'heure, et quand on a évoqué la question de l'Allemagne et de la Cour fédérale de Karlsruhe, les Allemands, ils disent que le droit le plus important, c'est le droit constitutionnel allemand, voilà, qui s'impose aux règles de l'Union européenne. Pas nous. Nous, on ne le dit pas. En tout cas, la manière dont on le dit est une manière qui fait débat chez les juristes. Voilà. Et donc, on est dans une espèce de flou qui permet toutes les interprétations, et vu ceux qui nous dirigent, leur interprétation, c'est qu'il faut être contraint, on est contraint par les règles de l'Union européenne. Clarifions les choses une bonne fois pour toutes. Posons la question aux Français. Est-ce que le droit national est le droit qui doit prévaloir en dernier ressort? Donc un référendum avec une question simple. Est-ce que la loi française prévaut sur toute autre loi? Pourquoi pas? Ça serait intéressant comme discussion, non? Peut-être que certains seraient obligés d'expliquer pourquoi les lois européennes sont finalement si géniales que ça, et pourquoi il faut absolument les adopter. Puis d'autres diraient que, je sais pas, la loi étant, depuis Rousseau, l'expression de la volonté générale, selon son expression, c'est dans le cadre national qu'elle s'impose naturellement. Peut-être que ça ferait un beau débat. De facto, un tel référendum, s'il était adopté,
offre des capacités d'action Bien sûr. incroyables aux politiques. Un énorme levier politique. Un énorme levier politique. Bon, voilà. Bon, c'est pas concerté, mais c'est ce qu'on propose dans notre programme République souveraine. D'avoir un référendum. Parce que les référendums, souvent, ont des questions compliquées, et la question est simple. La question est très simple. Simple, avec des conséquences complexes qui permettent énormément de débats. Mais dans cette question-là, on retrouve tous les sujets qu'on a abordés. C'est est-ce qu'on est souverain ou on n'est pas souverain, in fine. Alors, je souscris complètement à votre proposition sur le sujet. Mais ce qui serait de facto revenir à une course, puisque on ne va pas couper les relations avec les pays voisins. Donc de toute façon, il y aura toujours des coopérations bilatérales, multilatérales, sous différentes formes. L'histoire continuera, mais de facto, c'est revenir un peu à la proposition de Gaulle. C'était le plan Fouché, et puis après le traité de l'Élysée. Une organisation de l'Union européenne basée sur les États-nations, bien sûr, en fonction de leurs intérêts, puis quand c'est pas leurs intérêts, c'est toute la discussion qu'il y a depuis le début de l'Union européenne qu'il y a ou qu'il n'y a pas malheureusement entre la forme fédérale ou la forme confédérale. Voilà, il y a un vrai sujet là-dessus. Et aujourd'hui, tu l'as dit dès le début de l'émission, c'est-à-dire que on nous présente la forme fédérale comme un approfondissement du fédéralisme, comme la seule issue possible. On ne nous dit pas qu'il peut se passer autre chose. Si, à un moment donné, il va bien falloir faire bifurquer la machine, sinon on n'en sortira pas. Parce que l'autre aspect, là on rentre plus dans la tambouille, mais on peut regarder, on peut redéfinir des règles. J'évoquais le principe de subsidiarité au niveau européen qui fait que c'est l'échelon supposément toujours le plus adapté qui prend la compétence. Mais enfin, la règle de subsidiarité, elle ne va jamais que dans un seul sens, pour transférer des compétences de l'échelon national vers l'échelon européen. Pourquoi on n'inverserait pas le principe de subsidiarité pour permettre l'inverse et pour pouvoir enfin récupérer des compétences. Et pourquoi on continuerait cette fuite en avant que propose la résolution qui a été adoptée la semaine dernière, qui finalement empêche le droit de veto, puisque il n'y aurait plus de vote à l'unanimité, ce qui de fait représente un droit de veto pour les États, et qu'on passerait la plupart des votes à la majorité qualifiée des 3/5 et 60% des populations. Tu évoquais le général de Gaulle, mais enfin c'est le général de Gaulle qui a défendu le principe du veto, et qui a même défendu le principe de la chaise vide, quand à un moment donné, il fallait le faire respecter. Donc le problème revient à ce que tu as évoqué plusieurs fois dans cette discussion, c'est l'offre politique. Je crois. Encore une fois, alors que rien n'était changé, on voit bien que des pays... Quand même, faut voir ce qu'est la Hongrie. C'est un pays de même pas 10 millions d'habitants. Bon, la Pologne, c'est un peu plus puissant. La Croatie, c'est tout petit. Bon, ils ont une offre... Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas le problème. C'est une offre politique qui dit, nous, on veut pas ça. Ils y arrivent dans le cadre actuel. Mais ce qui est terrible, c'est que avec le changement radical de position de la France insoumise, bon, maintenant, c'est l'histoire ancienne... Voilà. J'ai rappelé au cas où ceux qui achèteraient ton livre ne comprendraient pas le truc. Bon, c'était avant. Bon, ça a été abandonné. On voit que le Rassemblement national aussi est très silencieux sur l'Union européenne. On n'a pas, en fait, l'offre politique qui dit merde. Et qui dit que je veux avoir des hôpitaux publics qui fonctionnent. Je veux une école républicaine, je veux la laïcité. Si ça ne correspond pas à ce que vous voulez à Bruxelles, on s'en fout. Nous, c'est ce qu'on va faire. Comment ça se fait qu'il n'y a pas ce courage, qui n'est pas non plus un courage, c'est pas une déclaration de guerre, c'est défendre des choses auxquelles les Français sont attachés quand même. Tout simplement d'abord parce qu'il y a les morpions de la politique, quoi. Les morpions de la politique, ils s'accrochent, quoi. Et tu peux pas les défaire. Ils se sont accrochés en mettant en place des grandes majorités. Après, ils se sont accrochés avec la démocratie minoritaire. Ils s'accrochent en mettant en place des coalitions hétéroclites, grands chapiteaux qui n'ont absolument aucun sens politique. Donc, ils cherchent toutes les combinaisons possibles pour continuer à exister. Et d'une certaine manière, ils cryogénisent la vie politique. Voilà. La scène politique est gelée en France et au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'en sort pas grand-chose, et les seules choses qui en ressortent, finalement, c'est un vague retour partiel du passé. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça veut dire, par exemple, si on regarde le champ de la gauche, si on regarde toutes les élections qui ont eu lieu depuis maintenant 3 ans, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'au sein des gauches, il y avait eu, sinon une prise de pouvoir, du moins une montée en puissance, après ça dépend des pays, des gauches dites radicales, qui avait y compris pris l'ascendant au sein des discussions à gauche, partout, on constate sur toutes les dernières élections qu'il y a un retour de la social-démocratie. Pas un retour de la social-démocratie qui lui permet de pavaner ou quoi que ce soit, mais un retour de la social-démocratie qui, dans le rapport de force au sein des gauches,
supplantent les gauches qui ont été éphémèrement radicales. Et pourquoi? Parce que ces dernières ont eu deux biais. L'un, ça a été de s'institutionnaliser, et en s'institutionnalisant, elles se sont, sur le fond, social-démocratisées, hein, on va le faire vite. Et l'autre, c'est que c'est des gauches que j'ai appelées tout à l'heure totem et tabou, qui refusent d'aborder certaines questions, qui sont les questions dont notamment l'extrême droite se saisit, mais qui sont des questions qui traversent au cœur nos sociétés. Donc, il y a un problème d'offre politique au sein de la gauche. Il y a le problème qui se pose au sein de la droite, parce qu'avec la montée des extrêmes droites, eh ben, les droites sont dans le dilemme qui est le leur depuis quasiment toujours, hein, de quel côté faire pencher l'alliance. Et ben, il y a ceux qui ont réussi à faire des OPA sur le centre ou sur la gauche dans la séquence précédente. Donc on a cette scène qui est aujourd'hui complètement figée. Et donc pourquoi a-t-on un problème d'offre politique? Mais pour les deux raisons que j'évoque. L'une, c'est parce qu'il y a tous ceux qui aujourd'hui s'accrochent au pouvoir et qui empêchent l'émergence de nouvelles possibilités. Enfin, qui peut croire aujourd'hui que la gauche en France, par exemple, est aujourd'hui dans une perspective majoritaire? Personne. La scène politique à gauche, tant que Jean-Luc Mélenchon sera présent, parce qu'il est en campagne meilleur que tous les autres, etc. Et je l'ai, voilà. Mélenchon a décidé d'être candidat en 2027, les autres peuvent bien faire ce qu'ils veulent, il les mettra sous le boisseau. Donc, à partir de ce moment-là, la scène politique est gelée si on garde le même personnel politique qui continue à faire la même chose. Et la même chose, c'est quoi? Ben, c'est continuer à avoir une politique à la découpe qui segmente le peuple en catégories électorales et en disant je vais donner un peu à un tel, un peu à un tel, un peu à un tel, beaucoup à celui-là, en continuant à atteindre un socle minimal, plutôt que d'essayer de fédérer et de rassembler le peuple dans un projet à perspective majoritaire. Ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est la volonté de la perspective majoritaire. Plus personne ne se dit aujourd'hui on peut avoir un projet majoritaire. Tout le monde se résigne au fait de dire les sociétés sont clivées, les sociétés sont polarisées, et donc ce qui est important, c'est d'avoir le socle le plus fort possible. Mais c'est pas vrai. Si les sociétés sont aussi polarisées qu'elles le sont aujourd'hui, c'est pas la faute du peuple, c'est la faute de ceux qui les polarisent parce qu'ils y ont des intérêts électoralistes. Bon. Il y a du boulot alors pour fédérer le peuple et la nation? Il y a du boulot, mais il y en a quelques-uns qui sont prêts à se retrousser les manches, non? Allez. Bon, merci d'être venu. Avec plaisir. N'hésite pas à revenir. Je pense qu'il y aura pas mal d'occasions cette année avec les élections européennes. Merci pour l'invitation. Bon, eh bien, pour refaire nation, pour fédérer le peuple, comme le propose François Coq, eh bien, n'hésitez pas à revenir sur Fréquence Populaire. Et en tout cas, si vous avez aimé cet échange, eh bien, partagez-le, likez, aimez, sonnez toutes les cloches que vous pourrez sonner et faites des commentaires parce que ça nous aide à monter sur les réseaux. À très bientôt.